Tous les lundis, dans Smart Tech, nous mettons en avant des innovations, des technologies qui peuvent nous aider à combattre le virus Covid-19 ou en tout cas à mieux vivre avec et retrouver une vie à peu près normale. Aujourd'hui, Cécilia est venue accompagnée de Quentin Adam, cofondateur du collectif Makers for Life et du projet Maker. Ils vont nous présenter tous les deux une nouvelle génération de respirateurs artificiels. Oh là, je vous laisse vous installer. Quentin Adam, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Cofondateur du collectif Makers for Life et du projet Maker, c'est né quand ? C'est né le 17 mars. En fait, c'était suite au discours d'Emmanuel Macron sur « Nous sommes en guerre », le Covid, donc 17 mars 2020. On s'est dit avec quelques amis, manifestement, il y a différents problèmes liés à cette maladie. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait un taux de contamination très fort, donc ça allait faire beaucoup de malades, et une très faible proportion de ces malades allaient finir avec des symptômes pulmonaires graves, donc un syndrome de détresse respiratoire aiguë, donc un besoin de respirateur artificiel spécifique au syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et on s'est dit, il va y avoir un manque de... Et là, on savait déjà qu'on était face à une pénurie en France ? C'était pas nécessairement la France, c'était plutôt le monde entier. En fait, il n'y a pas besoin de mettre des gens sous respirateur artificiel toutes les 3 minutes non plus dans la vie de tous les jours. C'est assez rare en fait de finir pendant 15 jours. Donc c'était un besoin vraiment important mais ponctuel. Oui, et puis pas quelque chose de très cohérent en fait dans le reste du monde. C'est pas quelque chose dont on a besoin toutes les 3 minutes. Donc là, on s'est dit il va falloir produire des respirateurs, il va falloir en produire beaucoup, à pas cher, vite, et donc très probablement bousculer les codes habituels de l'ingénierie et de l'industrie de ce marché. Et alors, comment les bousculer, justement ? On a appelé des gens, en fait. Donc nous, on est à la base plutôt des ingénieurs en informatique. J'ai appelé 2 amis qui sont Baptiste Jamin et Valérian Sayou qui ont créé CRISP. J'ai appris Pierre-Antoine Gouraud, qui est plutôt quelqu'un qui est le patron de la clinique de la donnée, en fait, au CHU de Nantes. Donc un praticien hospitalier. Un pied dans le médical ? Tout à fait. Et j'ai appelé aussi Emmanuel Feller, avec qui je travaille déjà, qui est aussi un ingénieur en informatique. Et on a commencé à bosser. Et en fait, on a fait ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on a fait de l'open source. C'est-à-dire qu'on a commencé à déterminer... Vous venez, vous, de ce monde de l'open source ? Oui, tout à fait. C'est un développeur du libre. Okay. Oui, puis moi, maintenant, je dirige des structures et j'ai plutôt cette approche-là qui est de se dire que l'open source, c'est très rentable, en fait, comme façon d'agir. Donc, on a commencé à créer une machine. On ne savait pas quoi faire, donc on a commencé par aller chercher de l'info. Donc là, tu prends ton téléphone et t'appelles, tu cherches. Et à déployer sur le net ce qu'on faisait, à la fois sous forme de notes qu'on réservait à l'administration, donc des notes calibrées là-dessus. Donc on a eu l'aide de plein de gens pertinents pour les rédiger, sous forme de vidéos plutôt dédiées aux développeurs et aux ingénieurs, et puis sous forme du code source qui était directement disponible avec les modèles 3D, l'électronique, le code source. Mais en quoi la partie logicielle était primordiale sur ces appareils ? Parce que quand tu es face à un virus qui évolue très vite et dont en plus le traitement n'était pas très sûr, ce qui est important, c'est de pouvoir adapter la machine aux nouvelles recommandations. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit avec le temps un appareil qui en fait est un logiciel dans lequel on a mis du hardware. C'est plutôt comme ça qu'on l'a construit. D'accord, c'est d'abord un logiciel et ensuite une machine. C'est ça. Et ensuite, on est capable du coup d'aller beaucoup plus vite dans la production parce que on a mis en place des processus. Donc on est passé. Donc le 17 mars, on a créé le collectif. Le 3 avril, on a branché un premier cochon sur le respirateur. Donc c'est un cycle d'innovation extrêmement rapide. Oui. Et le 9 avril, on déposait un dossier réglementaire. Entre-temps, 300 personnes avaient rejoint le collectif, dont des gens comme Eric Neucker et Marc Julien de Diabeloop, qui ont pris en charge toute la partie réglementaire. Donc c'est pas seulement un travail d'ingénierie, c'est aussi un travail de production industrielle. C'est-à-dire que s'il y avait des solutions, mais qu'on n'était pas capable de les produire en milliers, on n'en voulait pas, ça ne nous intéressait pas. Et puis c'est aussi la capacité à financer. On a l'armée qui nous a financé, on a le CEA avec l'appui de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et la communauté open source aussi qui vous a rejoint sur ce projet ? C'est essentiellement des développeurs open source. On parle de gens qui sont rentrés dans un casernement scientifique où pendant plusieurs semaines, ils n'ont pas vu leur famille. Ouais. Comme on était financé, qu'on allait très vite, on économisait chaque heure qu'on pouvait. On a beaucoup arrêté de dormir, on a travaillé, on est tous partis à un moment au CEA à Grenoble pour travailler, et donc le 9 avril on a déposé notre premier projet
de protocoles de recherche. Et après, on a continué à itérer. Aujourd'hui, on a une machine très qualitative. Alors, on a présenté le projet ensemble. On va demander à Cécilia Sévry qui a repéré votre innovation, ce qui fait justement, qu'est-ce que vous avez retenu, Cécilia, de ce projet? Alors moi, j'ai retenu à la fois que c'est un logiciel effectivement qui est parti du software et ensuite qui a été développé, dont a été développé le hardware. Donc ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette agilité-là sur les respirateurs classiques, artificiels, de pouvoir adapter la machine en fonction des pathologies, et c'est possible avec votre logiciel. Et puis évidemment, cet aspect open source qui n'existait pas jusqu'alors sur ces machines-là. Donc peut-être que vous pouvez vous nous dire pourquoi d'abord ça a pris autant de temps. Vous donniez les dates à l'instant entre le moment où vous avez fait les essais cliniques et le moment où ça a été il y a quelques mois. C'est ça, depuis quand elle est testée la première machine? Oui, c'est-à-dire que la première phase était très rapide finalement sur l'innovation. Et ensuite, il y a toute une phase de certification. Alors, la certification, c'est un enfer. C'est un... je vais pas vous le dire autrement. Dites-nous, partout dans le monde ou qu'en France? Alors, particulièrement en Europe. Alors, particulièrement en France et particulièrement en Europe. Ça a été très rapide, tant qu'il s'est agi de travailler avec des chercheurs, des médecins et avec des industriels. Notamment, on passe notre temps à taper sur l'industrie française. L'industrie française est extraordinaire. Chaque besoin qu'on avait, on avait des gens prêts à y répondre très vite et de façon très qualitative. Au moment où c'est rentré dans les arcanes de l'administration hospitalière, on a pris un petit coup d'arrêt. Ça a été plus lent. Pourquoi autant de temps? D'abord parce que c'est des gens qui ont une politique de la certitude. Ensuite, parce que c'est des gens qui ont l'habitude de travailler sur des médicaments qui auront le même effet chez tout le monde. C'est-à-dire que légalement, la médecine personnalisée, comme on entend souvent parler, et notamment en innovation, c'est très compliqué à faire passer parce que c'est très compliqué à normer dans le cadre de normes. Et par ailleurs, cette année est rentré en Europe en application un truc qui s'appelle le MDR, donc le Medical Device Regulation, qui est, à mon humble avis, un suicide. Une régulation sur les dispositifs médicaux. C'est ça. Français. Oui, c'est ça. C'est la nouvelle régulation des dispositifs médicaux avec le marquage CE et compagnie. Et c'est devenu très compliqué. C'est un gage de sécurité aussi. Je pense qu'il y a un moment où il faut arbitrer. Alors d'abord, il y a dans la vie quotidienne, arbitrer entre l'innovation et la sécurité. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a des essais cliniques et c'est pour ça qu'on a des capacités de test. Et parfois, il faut être prêt à ne pas verrouiller tout à 100% pour se donner des latitudes d'innovation. La deuxième chose qu'il faut voir, au-delà de la sécurité, c'est quand on est en crise, on est en crise. Et je pense qu'il y a des fois où on aurait pu débrayer certains processus pendant la crise, ce qui aurait permis d'aller plus vite, dans l'intérêt de patients, peut-être en France, mais peut-être aussi ailleurs. Et là, c'est la dernière grande action de Makers for Life, avec notre partenaire industriel. Oui, on a fini, on arrive à la fin de cette émission. Vous viendrez nous le présenter peut-être en vrai sur le plateau bientôt. Avec grand plaisir, ouais. Merci beaucoup en tout cas pour cette première démonstration. Quentin Adam, je rappelle que vous êtes cofondateur du collectif Maker for Life et du projet Maker. Merci Cécilia, j'espère que vous aurez apprécié ce début de semaine plein d'enjeux autour des transformations numériques à suivre. C'est le Lab où pitch les entreprises du numérique. On se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.